Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent. Guylain Dujeu et moi-même, Juliette Collin, sommes heureux de vous parler de l'administrateur en période de crise. Quel est son rôle? On va se présenter très rapidement. Je dirige une société de conseil en logistique urbaine. Je suis également administratrice dans 3 conseils et membre APIA, donc une association d'administrateurs indépendants. Oui. Pardon. Donc Guylain Dujeu, j'ai été président d'APIA et je suis également un ancien dirigeant d'entreprise et j'ai été administrateur de plusieurs sociétés, dont certaines de taille raisonnable. J'anime actuellement une société de conseil aux dirigeants de PME. Donc on va aborder le sujet en commençant par le mot de la gouvernance. C'est un mot qui fait peur et en fait le concept de gouvernance est quelque chose d'extrêmement simple. C'est l'organisation des pouvoirs dans une institution. Donc c'est aussi bien dans une association, dans une entreprise ou dans un État, dans une région. C'est comment sont organisés les pouvoirs. En ce qui concerne les entreprises, on vous recommande un référentiel qui est le Code Middle Next. Il est assez clair, il est simple, il est facile à lire et ça vous donnera toute une série d'idées et de bonnes pratiques pour les PME et les ETI. Alors, en ce qui concerne l'entreprise proprement dite, il y a évidemment un besoin de gouvernance, puisqu'il y a un besoin d'organiser les pouvoirs. Et cette gouvernance, elle se traduit par 3 organes de gouvernance. Pourquoi 3 ? Parce que vous savez très bien qu'en physique élémentaire, il faut, pour être à l'équilibre, sur un petit tabouret, il faut un trépied, et il faut 3 pieds qui sont tous les 3 bien solides. Donc, les organes de gouvernance d'une entreprise, c'est d'une part l'Assemblée générale, bien connue. C'est d'autre part le comité de direction, le comité exécutif, qui des fois se limite à une seule personne dans les petites entreprises. Et puis, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, c'est une formule un peu lourde. C'est pour ça que beaucoup de sociétés anonymes se sont transformées en SAS parce qu'elles n'ont plus besoin d'avoir un conseil d'administration. Mais vous allez voir qu'elles ont quand même besoin de quelque chose de beaucoup plus simple que vous allez appeler un comité stratégique, un conseil de surveillance, un advisory board, un conseil de gestion, un conseil du président. Il y a toutes les formules possibles. C'est des choses simples, c'est des choses informelles. Il n'y a pas besoin de registre, il n'y a pas besoin d'ordre du jour précis, mais ça fonctionne et ça doit fonctionner pour aider le dirigeant. Et ce qui est important, c'est que lorsque cette gouvernance est bien mise en place et qu'elle est solide, à ce moment-là, l'entreprise peut affronter une crise et peut se trouver dans une organisation qui lui permet de résister. Alors, si on regarde un peu ce qu'il y a normalement dans les pouvoirs de chacune de ces 3 structures, le conseil d'administration, donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir souverain, c'est les pouvoirs des actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise, et les points qui doivent être suivis par les actionnaires et qui doivent être suivis pour s'assurer qu'on est dans une bonne gouvernance, c'est d'une part, est-ce que les actionnaires sont informés sur les risques ? Ça, c'est le point de notre exposé de ce matin. C'est est-ce qu'ils participent bien au vote ? C'est souvent un problème dans les PME où beaucoup d'actionnaires sont des actionnaires familiaux très peu impliqués dans l'entreprise et qui donc ne participent pas. Est-ce qu'ils choisissent réellement des administrateurs ? C'est un sujet de fond et là qui ne concerne pas que les PME et les ETI, mais également les grands groupes cotés. Dans quelles conditions sont proposés des administrateurs et est-ce que tous les actionnaires votent en connaissance de cause ? Est-ce que les problèmes des actionnaires minoritaires sont bien pris en compte dans ces assemblées générales ? Est-ce qu'on les écoute ? Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole ? Est-ce qu'ils veulent participer ? Dans les PME, les assemblées générales sont assez informelles, donc tout le monde peut prendre la parole et c'est important que les minoritaires puissent s'exprimer. Et puis, est-ce qu'on respecte la loi ? C'est le b.a.-ba quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les bonnes formules de convocation à cette assemblée générale ? Les délais minimums des statuts sont respectés et l'ordre du jour est bien fixé. Le comité de direction, c'est l'exécutif. C'est celui qui assume les décisions et la vie au quotidien de l'entreprise. C'est souvent le directeur général qui
qui le dirige, bien sûr, qui l'oriente. Hein. Les points de vigilance de l'administrateur, donc dans son rôle, le conseil de surveillance, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est est-ce qu'on verra après les pouvoirs du conseil d'administration, mais est-ce que les dirigeants sont bien une équipe compétente? Est-ce qu'ils ont bien toutes les qualités? Est-ce qu'on trouve bien au sein de cette équipe de quoi diriger correctement l'entreprise? Et bon, est-ce qu'il n'y a pas que 3 financiers ou 3 commerciaux? Est-ce qui déséquilibrerait l'entreprise? Le dirigeant est-il isolé? C'est la question fondamentale dans la PME. Très souvent, le dirigeant est seul. Le comité exécutif se limite à une seule personne, ce qui est quand même un facteur de fragilité important. La rémunération, est-ce que les rémunérations sont bien calculées, sont bien estimées? Est-ce qu'il y a des primes, des intéressements, des incitations à un certain nombre de points? Aujourd'hui, on voit apparaître des sujets comme la RSE. Est-ce que les sujets liés à la RSE sont intégrés dans la rémunération ou est-ce qu'il faut les intégrer dans la rémunération? Et puis dans les PME, le problème qui se pose, que j'ai vécu déjà, c'est la succession du dirigeant. Si elle n'est pas organisée, qu'est-ce qui se passe? Si le dirigeant est le fondateur, l'animateur principal de la société, qu'est-ce que devient la société? Qui prend le relais? Dans quelles conditions? Comment choisir un nouveau dirigeant? Et puis le dernier organe, donc celui qui nous occupe ce matin, donc ce conseil d'administration, ce conseil de surveillance, je dirais simplement le conseil pour être plus simple, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Donc le premier rôle et le plus important, c'est de valider la stratégie, on va le voir, et il a des points de vigilance qui sont en particulier liés au contexte de crise. On l'a vu tout récemment avec Suez. Si le conseil d'administration avait fait son boulot, il n'aurait pas laissé le DG dirigeant exécutif prendre le rôle de l'actionnaire. C'est quand même un dysfonctionnement de gouvernance. Il y a eu un très bon article des Échos là-dessus. Est-ce que les administrateurs travaillent correctement? Donc l'évaluation du conseil, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental. Il faut que le conseil s'évalue régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, pour savoir s'il travaille bien, s'il a bien les éléments qui lui permettent de travailler. Donc est-ce qu'ils peuvent remplir leur mission? Est-ce qu'ils ont tout ce qui leur permet dans les relations avec le comité de direction pour pouvoir assurer leur mission? Et puis le dernier point, qui est un point important, sur lequel nous reviendrons, c'est la compétence des administrateurs. Il ne faut pas que les administrateurs soient tous avec le même cursus, ou tous de la même famille, ou tous actionnaires majoritaires et les minoritaires n'étant pas représentés. Donc il faut qu'il y ait une diversité au sein du conseil. Je te passe la parole. Alors, je vais vous proposer 3 illustrations de cette répartition du pouvoir dans la gouvernance. La première illustration, c'est le cas d'une entreprise. Le fondateur est là, il détient la majeure partie des actions. Donc le petit g, c'est le point de gravité du pouvoir dans cette entreprise. Vous voyez qu'il est entre le pouvoir exécutif, donc du COMEX, et le pouvoir souverain, donc des actionnaires. Et là, le conseil d'administration, il est plutôt une chambre d'enregistrement. Il n'a pas vraiment de rôle. Alors, les risques typiques de cette organisation qu'on rencontre quand même souvent dans les entreprises patrimoniales, familiales, c'est une absence de surveillance, notamment en ce qui concerne l'évolution des compétences de dirigeants et puis sa succession. Ils ont toujours du mal à réfléchir à leur départ. Et puis aussi, rupture de cohésion, gros problème si le capital s'ouvre, s'il arrive de nouveaux actionnaires ou si un fonds, par exemple, arrive. Donc ça, c'est première illustration. La deuxième, domination managériale. Voilà, merci. Pardon. Alors là, on est tout à fait dans un autre cas. Les dirigeants familiaux, par exemple, sont partis. Donc, on voit que le point de gravité s'est déplacé très nettement sur le comité exécutif. Ils ne sont plus à la tête. Il peut arriver des cas où la famille ne s'entend pas. Donc, finalement, ce sont les dirigeants opérationnels qui tiennent les manettes de la boîte. Et alors, les risques dans ce cas-là, c'est les dérives du pouvoir exécutif, bien évidemment. Un accroissement démesuré des rémunérations. On a tous en tête le cas de Carlos Ghosn, par exemple. Aussi des modifications brutales et inattendues des revendications des actionnaires. Il peut y avoir des OPA pas vus, la spoliation des actionnaires aussi. Alors ce cas-là
recouvre aussi le mode de fonctionnement des coopératives ou des mutuelles, qui sont vraiment comme ça souvent, c'est-à-dire que le pouvoir, il est dans le comité de direction et pas ni dans les actionnaires, ni dans le conseil d'administration. Dernière illustration que je vous propose, la démocratie entrepreneuriale. Donc là, les trois pouvoirs s'équilibrent. Le point de gravité, il est pile entre les trois pouvoirs, exécutif, surveillance et pouvoir souverain, y compris des minoritaires, qui là, dans ces cas-là, sont assez forts. C'est ce vers quoi doivent tendre les entreprises. Ça peut créer des problèmes et des risques. Il y a des coûts de contrôle assez élevés pour faire fonctionner le système. Et puis, c'est aussi un système qui est assez instable. Si un manager ou des actionnaires cherchent à prendre le leadership. Mais on a quelques cas récents en tête. Mais c'est ce vers quoi doivent tendre les entreprises. Alors, ce qu'on essaie de vous dire, et que vous avez bien compris, c'est que en période de crise, la gouvernance est vraiment soumise à de très fortes contraintes. Et il faut vraiment un juste équilibre et une bonne répartition de ces pouvoirs qui garantit le bon fonctionnement en période de crise. Alors, on vous a listé quelques cas de crise qu'on peut avoir. L'incapacité du dirigeant, on l'a vu au moment du départ de Renault, au moment du décès du patron de Michelin. Il peut y avoir l'attaque d'un fonds agressif. C'est ce qui se passe avec Lagardère, avec Nexans. Il peut y avoir bien sûr des accidents graves, ce qui s'est passé à Rouen, ou bien on peut rajouter le cas de la pandémie, qui était pas prévu, celui-là. Il peut y avoir une mise en cause de la responsabilité de l'entreprise avec AZF, et puis des mises en cause de l'éthique. Ça a été le cas pendant de nombreuses années dans le milieu du BTP. Donc, ce que nous vous préconisons, c'est une bonne répartition des pouvoirs du travail entre le comité exécutif et le conseil d'administration. Bien évidemment, le comité exécutif est là pour agir dans le court terme. Il a les manettes de l'entreprise, il est là pour prendre les décisions à court terme. Il est là aussi pour faire appel au conseil d'administration à tout moment. C'est souvent le cas en période de crise, mais pas toujours. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Par contre, au conseil d'administration, à se réunir en urgence sans attendre une convocation formelle, il peut y avoir des cas, des sujets qui méritent que le conseil d'administration se bouge en même temps et prenne le sujet en main. Il est là aussi pour définir les informations à transmettre aux actionnaires et il est là bien sûr pour convoquer une assemblée générale si nécessaire. Alors, donc, on a vu qu'un conseil d'administration, c'est un organe fondamental dans l'entreprise et que la constitution doit être relativement équilibrée et variée, diversifiée. On parle beaucoup de biodiversité, y compris dans un conseil d'administration. Donc, on va retrouver les actionnaires, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, c'est le cas le plus fréquent, bien sûr. On va trouver des salariés, ce n'est pas toujours le cas, mais nous recommandons que ça soit le cas parce que c'est une bonne façon de les intégrer dans la gouvernance de l'entreprise. On va retrouver les dirigeants, les managers, sachant que là, il faut faire très attention. Moi, j'étais administrateur d'une société où il y avait 12 administrateurs. Sur les 12, 8 étaient des salariés, membres du comité de direction. Donc, il y avait une confusion complète entre le comité de direction et le conseil d'administration qui ne servait plus à rien. Donc, danger, là. Et puis, on ne voit pas bien la partie jaune, mais bien sûr, l'administrateur indépendant, qui est pour nous absolument crucial. Alors, pour tenir ces missions, la composition du Conseil, donc c'est bien sûr la diversité, c'est les trois majoritaires, minoritaires, salariés et indépendants, les quatre, pardon. Alors, il est utile de rappeler le rôle que définit la loi, le code du commerce, sur le rôle et les pouvoirs d'un conseil d'administration. Même si vous êtes dans un comité de surveillance, dans un comité stratégique et autres, c'est important de se rappeler ces éléments essentiels parce que ça organise tout le travail du conseil. Donc, le premier point, qui est malheureusement souvent oublié, c'est que c'est le conseil qui fixe la stratégie.
La stratégie, la plupart du temps, elle est préparée par le comité exécutif, mais c'est le conseil d'administration qui est responsable de la stratégie. Ce n'est pas le comité exécutif, ce n'est pas l'Assemblée générale, c'est le conseil d'administration. Le deuxième point, c'est le rôle d'évocation, c'est-à-dire qu'un conseil doit être capable de se saisir de tout sujet intéressant la bonne marche de l'entreprise. Il ne doit pas y avoir de censure. Un conseil doit être capable de poser n'importe quelle question au dirigeant exécutif en lui demandant de s'expliquer sur la situation de l'entreprise. Le pouvoir de surveillance, c'est le pouvoir le plus classique, c'est le comité d'audit dans les grands groupes, hein, c'est les comptes, c'est l'approbation des comptes. Ce rôle-là, il est toujours tenu. De même, le pouvoir de nomination, c'est-à-dire nommer les dirigeants exécutifs, fixer leur rémunération, s'assurer de leurs compétences, ce sont des rôles classiques. Hein. Mais les deux premiers, le pouvoir d'orientation et le pouvoir d'évocation, ils sont très souvent oubliés dans les PME et dans les ETI, et ça, c'est vraiment dommage. Alors, quand on regarde un chef d'entreprise de PME, hein, souvent, je rappelle, dirigeant, fondateur, actionnaire principal, les questions qui se posent, on le vit tous quand on est proche des PME, hein, c'est comment approuver mes décisions, hein, comment ne pas empiéter, que le conseil n'empiète pas sur les responsabilités du dirigeant. Le conseil doit se poser la question de savoir comment il le contrôle, comment éventuellement il le fait contre-emploi s'il s'engage dans des voies qui paraissent sans issue ou dangereuses pour l'entreprise. Les bonnes questions qu'il faut lui poser régulièrement, hein, il faut le challenger, donc il faut le relancer, il faut lui poser un certain nombre de questions sur ses décisions. Et puis bien sûr, la pérennité de l'entreprise, donc ça rend la rentabilité, donc comment la faire progresser. La deuxième partie de notre exposé, ça va être sur le rôle proprement dit du conseil d'administration. Donc rapidement, même si on l'a évoqué. Donc à la répartition des pouvoirs, le conseil doit s'assurer que les pouvoirs sont bien organisés. Et en période de crise, on sait que là... C'est marrant parce que... Attends, mais... Je crois que je suis parti dans le mauvais sens, non ? Non, excusez-moi, petite partie technique. Donc, la gouvernance en période de crise est soumise à des contraintes. Pardon ? C'est toi ? Oui, non, il y a un truc qui ne va pas là. Désolé. Oui, puisque ça, on vient de le voir. Et ça, on l'a vu. Ah oui, non, j'étais parti. Excusez-moi, voilà. Voilà, le dernier sur le conseil d'administration, désolé. Ah, donc, en période de crise. Et il faut rappeler, on cite facilement les cas des crises dans les grands groupes, parce que c'est connu, que les journaux en parlent et qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais il faut rappeler qu'un incendie d'un atelier, qu'un accident grave, que la remise en cause du dirigeant, un dirigeant qui est accusé d'abus social, même si c'est pas vrai, un produit, rappelez-vous l'histoire de Perrier, avec son histoire de benzène soi-disant dans ses bouteilles aux États-Unis, ce genre de choses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux réagissent très vite, même pour une petite entreprise. Ça peut être un risque majeur. Et donc, il faut non seulement que le dirigeant réagisse, mais il faut que le conseil soit très vigilant. Donc il faut que le dirigeant soit rapidement capable de réunir son conseil, de lui expliquer la crise, ce qu'il en sait et les mesures qu'il est en train de prendre et comment il va réagir. Je prends un exemple récent à cause de la crise du Covid. Un de nos membres qui dirige une belle société de 1000 personnes, qu'est-ce que je fais ? Il a réuni son conseil lui a dit tu élargis ton comité exécutif pour en faire une cellule de crise et de façon à pouvoir associer, puisqu'il avait plusieurs établissements, plusieurs ateliers, etc. Et tu associes un maximum de personnes à la situation et aux décisions qui sont prises. Du coup, les transmissions sont beaucoup plus rapides, les informations échangent avec la base, échangent du comité de direction vers la base se sont fait beaucoup mieux. Il n'a eu aucun problème. Un mois après, il avait redémarré et toutes ses activités remarchaient à plein. Donc c'est important. Donc voilà, la cellule de crise, c'est quand même une décision importante. Se réunir, il faut que le conseil puisse se réunir dès que c'est nécessaire. Il faut surtout que le dirigeant ne s'en prive pas. Et puis fournir toutes les informations nécessaires aux actionnaires. Les donner à la presse, c'est bien, mais les actionnaires, c'est quand même, ils doivent être privilégiés, ils doivent être informés en temps réel et sous une forme bien structurée.
C'est toi qui reprends la partie. Donc, on va regarder maintenant l'apport de l'administrateur indépendant en période de crise. Nous avons mené une enquête à Appia il y a quelque temps sur... Voilà. Nous avons donc mené une enquête auprès de patrons de PME et d'ETI pour qu'ils nous disent ce qu'ils avaient sur le cœur quand on leur proposait un administrateur indépendant ou quand on leur disait qu'ils devaient en avoir un. Alors, certains voyaient les choses de façon assez négative, d'autres de façon plus positive. Donc, c'est pour certains un figurant imposé par la loi, ils n'ont pas le choix, quoi. Ou un étranger dans une affaire familiale, c'est-à-dire celui qui vient un petit peu déranger le ronron de la famille, hein. Ou un poste de charge supplémentaire, parce qu'il faut lui verser des jetons de présence. Ou quelqu'un qui contrôle, mais qui finalement ne connaît pas la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien contrôler? Alors, là, on attaque le plus positif, un conseil extérieur, c'est-à-dire que si vous prenez une société de conseil, c'est quand même assez onéreux. Un administrateur, les jetons de présence, c'est moins cher quand on compare les deux. Un carnet d'adresses aussi, vous voulez attaquer un marché ou le marché de la Roumanie, vous n'y connaissez rien, vous essayez de trouver quelqu'un qui a déjà travaillé en Roumanie, il peut vous apporter des renseignements très importants. Une caution à l'égard des tiers aussi, notamment en cas d'ouverture du capital. Si vous avez un ou plusieurs administrateurs indépendants dans votre conseil, c'est un très bon signe lancé au marché. Un regard extérieur intéressant. Moi, ça, je m'attarde là-dessus parce que je pense que les patrons de PME et de TI ont souvent le sentiment d'être seuls. Ils ne peuvent pas comparer leurs idées, les confronter si facilement que ça à leurs collaborateurs, qui auront peut-être tendance à dire toujours « Chef, votre idée est excellente ». Donc le regard extérieur de l'administrateur qui peut parler vrai, c'est très intéressant. Et puis aussi un professionnel comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est confronté à des réalités économiques. Vous êtes dedans et lui, il les a déjà connues il y a 2 ou 3 ans, donc il peut vous apporter des renseignements intéressants. Alors, par contre, il y a quand même un dilemme pour l'administrateur. Si vous l'avez été, si vous l'avez vécu, vous avez dû sentir assez vite que vous avez un déséquilibre de moyens par rapport au comité exécutif. Déjà, un déséquilibre d'information, c'est-à-dire que les dirigeants opérationnels ont beaucoup plus d'informations sur la boîte que vous. Deuxième déséquilibre, un déséquilibre de présence. Les équipes de l'entreprise sont tout le temps là. Vous êtes là au moment des conseils, et puis peut-être de façon occasionnelle en demandant des rendez-vous, etc. Et puis en fait, en plus, un déséquilibre de exécutif versus non exécutif. Donc on peut être vite complaisant, ou à l'inverse, on peut être vite celui qui embête, qui pose des questions que tout le monde connaît déjà, hein. Donc tout le monde connaît les réponses. Donc il faut éviter la complaisance, mais il faut aussi agir avec le management pour qu'il ait confiance en vous. Donc c'est pour ça que je vous propose un positionnement pour l'administrateur indépendant sur lequel on tient beaucoup à Appia, ce qu'on appelle l'impertinence courtoise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions qui peuvent déranger, mais il faut aussi les poser de façon polie, non agressive. Voilà, c'est les règles du jeu au sein d'un conseil. Donc voilà, on aime bien ce terme-là. Alors, questionner pour réfléchir collectivement. C'est très joli quand on l'écrit comme ça. En fait, si vous avez été patron et que vous êtes administrateur indépendant, il faut quand même que vous changiez votre fusil d'épaule. Quand on est patron, on est amené à décider vite et bien. Quand vous êtes administrateur indépendant, vous êtes amené à poser des questions, à écouter, à relancer sur un sujet qui n'est pas forcément la première attitude d'un dirigeant. Donc il faut changer un peu de comportement ou au minimum travailler sur des aspects qu'on n'avait pas forcément utilisés auparavant. Donc c'est ce que moi j'appelle introduire de l'analytique en fait, hein, par rapport à une position plus exécutive où on est moins dans l'analytique. L'administrateur l'est beaucoup plus. Et puis il ne faut pas non plus hésiter à accepter des missions spécifiques. Nous, ce qu'on propose à Appia, c'est qu'elle soit déjà avec l'accord du conseil d'administration, qu'elle soit bornée dans le temps et que ce ne soit pas quelque chose sur lequel le reste de l'entreprise aurait pu travailler, etc. Hein. Il ne faut pas marcher sur les plates-bandes des opérationnels.
mais ça peut rendre service à un moment donné à un conseil de travailler sur un sujet. On a quelques cas, nous, d'administrateurs dans nos équipes qui ont des missions comme ça à traiter. Alors, je vais vous proposer un graphique avec abscisse et ordonnées qui trouve son sens en période de crise. Parce qu'en fait, c'est une autre façon de voir le rôle de l'administrateur indépendant. Soit vous le voyez sur l'axe économique. L'administrateur, il est éclaireur, c'est-à-dire que c'est celui qui va peut-être poser des questions sur les nouveaux marchés qui apparaissent, sur des choses qui se fragilisent et auxquelles l'entreprise ne pense pas. Où il est veilleur, et là, il a plus une fonction de contrôle. Par contre, si on est sur l'axe en abscisse, là, on est dans le domaine du relationnel, qui est, à mon avis, au moins aussi important, où l'administrateur, il est là pour catalyser, il est là pour, l'administrateur indépendant, il est là pour réunir ensemble les capacités qui peuvent parfois être variées dans un conseil. Vous allez avoir pas mal de financiers, vous allez avoir des RH, vous allez avoir des gens qui viennent d'un autre monde, d'un autre secteur de marché. Donc l'administrateur indépendant, il aura un rôle de catalyseur, ou bien, là, c'est le médiateur, c'est quand ça va un peu plus mal, quand les gens s'opposent. Il doit être celui qui essaye de trouver des positions et des intérêts convergents lorsque ceux-ci divergent. Donc, c'est pas si facile que ça. Alors, quelques exemples d'apports que vous pouvez avoir en tant qu'administrateur. Donc, j'en ai parlé, ouvrir vers d'autres pratiques d'entreprise, de nouveaux marchés, faire face à une crise, faire face à un changement stratégique profond, parce que là, on est vraiment dans le cœur du métier du conseil d'administration. Faciliter des relations compliquées entre acteurs. Par exemple, il y a un fonds d'investissement qui arrive. Les administrateurs précédents n'avaient pas l'habitude de ce type de fonctionnement, donc vous êtes là pour mettre du liant. Rapprocher des cultures aussi. Renforcer le dirigeant s'il se sent un peu seul. Préparer sereinement la transmission. C'est joli quand c'est écrit comme ça. C'est pas si facile, mais c'est un sujet essentiel dans les entreprises. Maîtriser la croissance externe. Et puis, bien sûr, veiller à la gestion des risques. Dans les PME et ETI, c'est pas forcément le sujet qu'on met en premier au conseil d'administration, parce que c'est assez lourd quand il faut commencer à faire un tableau de bord des risques, le suivi, etc. Mais par contre, il faut vraiment s'y atteler, de façon peut-être un peu plus simple que ce qu'il y a dans les livres, mais c'est très important. Oui. Je reviens sur l'intelligence du contexte économique, donc un des deux thèmes que je traitais tout à l'heure. Rapidement, il y a deux questions à se poser en tant qu'administrateur. Est-ce que l'entreprise est dans une phase de continuité ou de rupture ? Donc vous voyez que dans ces cas-là, il s'agit de développer ou de redéployer. Et quelles sont les priorités de l'entreprise à court terme ou à long terme ? Donc rentabilité ou sauvetage. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont dans des priorités à court terme de sauvetage, et il y en a d'autres qui se portent mieux et qui sont plutôt dans des priorités de développement ou de redéploiement. Là, l'administrateur doit vraiment savoir où il se trouve dans ces cas-là. Et si on revient sur l'intelligence des situations humaines, ce qui était en abscisse tout à l'heure, la même chose, deux questions que doit se poser l'administrateur en arrivant. Est-ce qu'il a été appelé par les actionnaires ou par le management? Bien évidemment, ça ne lui donne pas la même posture, la même place au conseil. Oui. Et donc, il faut, dans ces cas-là, travailler effectivement. S'il a été appelé par le manager et celui-ci a une légitimité faible, il faudra le soutenir, voire le tutorer. À l'inverse, s'il a une légitimité forte, il ne faut pas hésiter à le challenger. Donc, je suis allée un peu vite. Voilà, donc en période de crise, il faut ajuster, bien évidemment, interaction et comportement. Il faut faire appel aux soft skills. Il faut veiller au maintien d'une liaison forte entre administrateurs et opérationnels. Il faut être le plus proche possible du chef d'entreprise, très disponible, à l'écoute, je vous l'ai déjà dit.
Et enfin, je sais que le thème de BIC cette année, c'est la liberté. Il ne faut pas hésiter à démissionner, si ça doit être la dernière expression de l'administrateur. Bien sûr, il faut démissionner en donnant ses raisons. Il faut aussi qu'elles soient mises au PV du Conseil. Voilà. C'est fini? C'est coupé? Il nous reste 3 secondes ou pas? Oui. Juste pour conclure, donc rappeler que l'administrateur indépendant, c'est quelqu'un qui n'est pas un actionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas un salarié ou un dirigeant, ce n'est pas un fournisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est autonome par rapport à l'entreprise. Ça veut dire qu'il doit être, pour qu'il ait vraiment la qualité d'un administrateur, nous recommandons que ce soit un dirigeant. Dans la crise actuelle, il y a un certain nombre de dirigeants qui ont dit le fait d'avoir dans notre conseil des dirigeants qui ont vécu l'entreprise, ça a complètement changé notre approche et notre situation. Ah, donc un dirigeant actionnaire, c'est beaucoup. Un dirigeant, pardon, administrateur, c'est mieux. Il doit être libre, il doit être disponible et il doit être financièrement indépendant. Dernier point, il doit être responsable. Un administrateur qui n'est pas responsable, ce n'est pas un administrateur. Donc ça veut dire qu'il s'engage. Je rappelle que le tribunal de commerce de Paris a condamné 7 administrateurs l'année dernière. Et donc nous vous recommandons, en tant que dirigeant de PME, de mettre en place un conseil, même informel, et de prendre dans ce conseil des administrateurs indépendants et compétents. Et avec ça, vous ne ferez pas des économies, mais au contraire, vous progresserez. Comme dit un dirigeant d'entreprise, si on est entouré de gens intelligents, on n'est pas plus bête. Bonne décision.